3 hommes sont morts. 3 ouvriers dont la vie était faite de dur labeur quotidien, de joie, d'espoir, et dont la tragédie se cache sous cette modeste affiche. Le café de la Boule Rouge, devant lequel s'est déroulé le drame, porte sur une de ses vitres l'émouvant témoignage de la fusillade. La nouvelle s'est répandue immédiatement dans le pays. Les fleurs affluent et forment des tapis. Une foule anonyme qui étreinte une indicible émotion défile depuis 2 jours devant le café au nom sanglant, aujourd'hui transformé en mortuaire. Le mardi, après avoir reposé au sein de leurs familles éplorées, les corps de nos 3 camarades sont ramenés vers le lieu de leur lâche assassinat, vers cette place du Pérou qui disparaît sous un épais tapis de fleurs. Et le premier hommage de cette foule assemblée a quelque chose de grandiose dans sa simplicité. Un idéal du sang et des fleurs, tels semblent être les constants signes d'armoirie d'un peuple travailleur en lutte pour une société meilleure et plus juste. 1886, 1902, 1912 furent autant d'étapes héroïques et douloureuses dans ce long combat libérateur. Chaque fois, la classe ouvrière a montré qu'elle savait, mieux encore que pour des revendications matérielles, s'émouvoir pour un idéal noble et généreux. Chaque fois, il y eut des victimes, des sacrifices sanglants, et toujours l'immense et féconde solidarité ouvrière entoura les corps et la mémoire de ces héros d'une montagne de fleurs annonciatrices des printemps nouveaux. En cet été 1950, le peuple belge vient d'écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire, une page toute baignée de son inaltérable amour de la liberté. Les frères de Houbrecht. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait encore une fois du sang versé, des cœurs meurtris et des drapeaux en berne? Et l'aube se lève sur cette grandiose journée du mercredi 2 août. La victoire est venue, mais aujourd'hui nous pleurons. Ils ont tué nos camarades, et c'est un peu de sa propre chair qu'un peuple innombrable s'apprête à conduire vers la tombe. De Wallonie, de Flandre et de Bruxelles, des dizaines de milliers de compagnons sont accourus. Des mains pieuses ont dépouillé tous les jardins de maintes communes de toute leur vie faite. Combien sont-ils? 50 000? 60 000? 100 000? Des ouvriers, des travailleurs intellectuels, des commerçants, tous communiant dans un même sentiment de tristesse et de révolte contenue. Des délégations de tous les métiers et de toutes les régions sont venues rendre hommage aux 3 victimes dont les cercueils sont exposés dans la chapelle ardente. Nous te pleurons, Albert Houbrecht, mineur rude et souriant, résistant invaincu, tombé sous les balles de la répression léopoldiste. Et toi, Pierre Terepana, hongrois venu vers notre terre wallonne pour mieux vivre et qu'une balle égarée terrassa. Nous te pleurons, Henri Vervaren, jeune travailleur qui n'a pu goûter à ta première victoire. Dites-leur, ô innombrables fleurs, dites-leur que jamais la classe des travailleurs, que jamais le mouvement ouvrier socialiste n'oublieront leur sacrifice. Soudain, l'attention du public est attirée vers une fenêtre où apparaît la tête bandée, le journaliste anglais Walton, blessé par les gendarmes lors d'une échauffourée alliée. Un avion dans le ciel. Il laisse tomber sur la mortuaire une vraie pluie de fleurs. Le coq wallon domine la cérémonie, car la Wallonie aussi avait des droits à défendre, et c'est pour elle que ses enfants ont combattu. Et voici que l'immense foule se tait.
Le premier, Xerepana, quitte la mortuaire, escorté de 12 ouvriers pensionnés. L'International joué en sourdine emplit l'air de ses accents émigrants. Des larmes perlent sur les visages tendus. Albert Houbrecht vient ensuite, entouré de 12 de ses compagnons de la mine. Parce qu'ils côtoient le danger chaque jour, les mineurs ont un sentiment aigu de la solidarité ouvrière et leur rude visage cache des résurrections. La famille. Et c'est la dépouille mortelle du camionneur Vervaren qui fermera la marche. Ses amis des jeunes gardes socialistes forment son escorte. 1 point, 2, 4, 12 points se lèvent. C'est moins un geste de vengeance qu'un salut empreint de farouche volonté. C'est la sonnerie de l'adieu. L'adieu à 3 hommes tombés pour la liberté. Du balcon, 3 discours seront prononcés. Le bourgmestre de Graaf-Berleur, Arthur Sanson, retrace l'existence et les mérites de chacune des victimes de la répression léopoldine. Le député Simon Pâques parle ensuite. Nous venons de vivre, dit-il, des journées d'une grandeur exceptionnelle. Houbrecht, Vervaren, Serepana sont tombés au champ d'honneur de l'armée des travailleurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour ne jamais les oublier et pour ne jamais oublier ce qu'ils avaient compris, l'effort de libération du socialisme. Max Buzel lui succède à la tribune et apporte aux victimes et à leurs familles le double salut du Comité national d'action commune et du Parti socialiste belge. Et c'est le long, lent et majestueux dernier voyage. Dans une voiture prennent place le bourgmestre de Graaf-Berleur, Arthur Sanson, Joseph Leclerc, gouverneur de la province de Liège, et l'ancien ministre du Travail, Léon-Élie Faucret. De nombreux dirigeants socialistes, syndicaux, coopératifs et mutualistes sont présents, parmi lesquels on reconnaît nos amis Budet, Vanacker, Merlot, Rustin, Delac, de Mossel, Finet, Major, Renard, Sierra, Ronvaux, Roncard, Leclerc, Listré, Boilly, Rollin, Fayat, Alex Fontaine et d'autres, et d'autres. Des personnalités politiques libérales et communistes se trouvent également dans le groupe de tête. Il y a tant de fleurs que toutes ne pourront être portées au cimetière. Et le cortège funèbre s'étire long, tellement long que la tête atteint l'entrée du cimetière, alors que les corbillards quittent seulement la mortuaire. Une couronne parmi des centaines d'autres. Le modeste cimetière de banlieue offre un spectacle de tragique apothéose. Les fleurs et les gens emplissent les allées. Sur les terrils environnants, des grappes humaines forment des taches sombres. Des jeunes et des femmes, et des aînés et des vieux apportent gerbes et modestes bouquets. Quel instant émouvant! Accompagner jusqu'à l'ultime moment leurs malheureux compagnons tombés dans la lutte. Recueillez-vous, travailleurs de la mine, 2 des vôtres sont tombés. Recueillez-vous, mais regardez ensuite vers l'avenir et gardez confiance, car les jeunes sont là, nombreux, JVS, Faucon Rouge, jeunesse syndicale et sportifs.
Ils viennent de se tremper dans la lutte et dans le deuil ouvrier, et leurs cœurs se sont durcis en vue des batailles futures. Saluez votre camarade jeunes gens, et saluez vos aînés, et surtout sachez cultiver en vous le souvenir de leur exemple. D'autres victoires et d'autres sacrifices aussi vous attendent. Le bourgmestre de Grasberleur, qui fut blessé dehors de la fusillade, prend place à côté des familles et va recevoir les condoléances des personnalités présentes. Le groupe parlementaire et le gouverneur adressent une ultime pensée aux trois héros. Louis de Brouckère est venu, lui aussi. C'est la fin. Les drapeaux s'inclinent une dernière fois devant ceux qui ont payé de leur vie la paix et la concorde au sein du peuple belge. Hélas, le drame n'était point fini. 6 jours après, une 4e victime mourait à son tour. Un jeune métalleux, Joseph Thomas, actif militant de la centrale des métallurgistes. Et des fleurs nouvelles, et d'autres verbes, et d'autres couronnes viennent prendre la place des fleurs, des verbes et des couronnes de la semaine précédente. Il semble que la plaie sanglante qui s'est ouverte dans le flanc de la population laborieuse de Grasberleur ne veuille point se refermer. Du Hainaut, de Brabant, de Namur, des Flandres et de Luxembourg, les rouges étendards sont venus rejoindre ceux de Liège pour offrir à ce nouveau martyr une imposante garde d'honneur. Joseph Thomas était, quoique jeune, délégué syndical aux ateliers de Créder. Et ce sont ses compagnons de travail qui forment son escorte. Une escorte digne de sa vie et digne de son sacrifice. Paul Finet, secrétaire de la Fédération générale du travail de Belgique, rendra hommage à Thomas au nom du mouvement syndical et du Comité national d'action commune. C'est toujours au café de la Boule Rouge que le corps a été ramené, à cet endroit qui porte par une curieuse coïncidence le nom de place des martyrs de la résistance. Et c'est avec le même rituel, et c'est au milieu de la même foule que le cortège funèbre s'ébranle. Tout un peuple de besogneux qui s'était remis au travail est revenu dans cette malheureuse commune et forme une véritable mer humaine. Les dirigeants syndicaux ouvrent la marche et les drapeaux descendent et se succèdent vers le petit cimetière. Longtemps encore, la classe ouvrière et la démocratie belge se souviendront. Dans la bataille qui enflamma les derniers jours de juillet, la tragédie de Grasberleur éclata comme un solennel avertissement. Les yeux se sont ouverts. La sagesse est revenue chez des gouvernants insensés qui avaient cru pouvoir impunément violenter les sentiments et la volonté de millions de Belges. La victoire est venue au prix du sang versé. Max Buset l'a proclamé. Nous rangerons nos 4 camarades dans notre reconnaissance impérissable aux côtés de nos héros des luttes pour le suffrage universel et de nos martyrs de toutes les répressions subies, mais affrontées de tout temps. Ils vivront en nous d'une flamme magnifique et éternelle. Oubrecht, Serepana, Vervaren, Thomas, dormez en paix, vous n'êtes pas morts en vain. Derrière ces murs vit un roi découronné. En 1951, Léopold III abdiquait en faveur de son fils, qui devenait roi sous le nom de Baudouin Ier. Cette abdication marquait le point final de la question royale qui avait pesé pendant plus de 10 ans
sur la vie publique belge, provoquant une crise politique sans précédent. Les passions soulevées par la question royale ne sont peut-être pas encore apaisées, mais les protagonistes et leurs actes appartiennent déjà à l'histoire. Le destin du roi Léopold III commence en 1934. Le lendemain du 17 février, la Belgique apprend avec stupeur la disparition de son père, Albert Ier, dans des circonstances qui, aujourd'hui, ne sont pas encore complètement éclaircies. Marche les dames est devenu le but d'un triste pèlerinage. On vient y voir le rocher fatal où le plus humain des souverains a trouvé la mort. C'est du haut de cette roche à pic qu'au cours de son excursion solitaire, le roi est tombé, se fracturant le crâne sur cette pierre sanglante. Son sac, son piolet sont restés sur place. Il a fallu ce banal et effroyable accident pour priver subitement le monde d'un des plus nobles caractères, d'une des plus grandes figures des temps modernes. Dans l'opinion publique mondiale, l'image d'Albert Ier est celle du roi chevalier, un souverain qui, après avoir épuisé toutes les ressources de la diplomatie, s'est présenté en 1914 devant le Parlement en vêtements de campagne avant de partir se mettre à la tête de ses troupes. L'image grandit encore lorsque le roi s'accrochera derrière les inondations de l'Isère au dernier lambeau du territoire national. Un journaliste français dira de lui « Une seule condition l'a déterminé, celle de l'honneur. Cette religion de l'honneur, il en a été le martyr et il en restera le héros. » Les radios du monde entier transmettent le reportage des funérailles d'Albert Ier. Voici pour nous tous l'instant de la séparation et pour cette minute de l'adieu suprême à notre roi, unissons nos pensées en une même méditation. Conformément à la volonté de son père, le jeune duc de Brabant a été élevé dans le sens de l'honneur et du dévouement au pays. Il reçoit une éducation stricte, de type militaire. Après 6 mois de régiment, il est envoyé au collège d'Eton, en Angleterre, puis il entre à l'école militaire. Il voyage ensuite dans le monde entier pour compléter sa formation. En Belgique même, le prince Léopold se préoccupe des problèmes économiques et sociaux. Dans les années qui précèdent la mort d'Albert Ier, la situation n'est guère brillante. L'industrie tourne au ralenti, le chômage augmente, le déficit du budget de l'État ne cesse de s'aggraver, provoquant une série de crises politiques. La Constitution prescrit que le roi des Belges ne peut prendre possession du trône qu'après avoir solennellement prêté serment devant la Chambre et le Sénat réunis. Cette prestation de serment a lieu le 23 février 1934. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Le futur roi Léopold a épousé une princesse du Nord, Astrid de Suède, apparentée à la famille Bernadotte. Mariage d'amour qui n'a rien d'une union concertée par les familles et qui attire sur le couple princier la sympathie de l'Europe entière. La princesse Astrid devient presque instantanément une des figures les plus populaires de toute l'histoire de la monarchie en Belgique. De cette union naîtront 3 enfants, dont le prince Baudouin, héritier du trône. Mais si le bonheur des jeunes époux est sans nuage, l'évolution du monde inquiète les dirigeants européens. En Italie, puis en Allemagne, le désarroi des masses, la crise économique, la faiblesse ou la désunion des partis d'opposition favorisent la montée de régimes totalitaires, fascisme et nazisme. En Belgique, la crise économique fait sentir ses effets à partir de 1930. En février 1932, il y a 168 000 chômeurs. Les luttes linguistiques deviennent plus aiguës. Le Parlement est amené à voter des lois qui transforment la Belgique en 2 régions. Les revendications des nationalistes flamands se font de plus en plus pressantes et s'organisent sur le plan parlementaire. À Küsnacht, en Suisse, un absurde accident d'automobile coûte la vie à la reine Astrid. Le roi lui-même est blessé. Dans toute la Belgique, c'est la consternation. En 1935, je m'en souviens très bien. La réaction fut une tristesse totale. Et quand je dis totale, j'englobe toute la population, c'est-à-dire depuis les gosses jusqu'aux parents, jusqu'aux personnes âgées, étant moi-même alors âgé de 12-13 ans. Nous avons appris cette nouvelle et nous l'avons ressentie à l'école, je crois de la même façon qu'un adulte, et peut-être plus parce que ce sentiment national qui existait à cette époque-là, qui nous était inculqué à l'école, qui nous imprégnait des sentiments de patriotisme, de devoir envers la patrie, de l'idée de ce que représente la maison royale, en tout autre terme que maintenant, faisait que chacun de nous, en fait, était concerné. C'était comme si des propres parents, des frères, des sœurs, ben, tout ça, ça faisait la famille royale. Or, comme la reine Astrid était adorée par toute la population, lorsque nous avons appris sa mort, bien, je me souviens, en classe, nous avons pleuré, et ce qui fut le plus terrible, c'est lors des funérailles, tout le monde pleurait sincèrement, comme si c'était un des leurs qui venait de décéder. Depuis plusieurs années, l'Europe assistait à la conquête du pouvoir par un aventurier sans scrupules, Adolf Hitler. 2 éléments au moins avaient favorisé l'ascension du Führer: les divisions et l'inefficacité de ses adversaires et la lâcheté des partis du centre et de la droite qu'il avait acceptés comme partenaires. En janvier 1933, Hitler est nommé chancelier du Reich, malgré les réticences du maréchal Hindenburg. 2 mois plus tard, en mars 1933, il obtient les pleins pouvoirs. Et l'on vit cette chose inouïe, toute une nation embrigadée sous le signe de la svastika, se grisant de sa force retrouvée sous l'égide du Führer. Und ihr könnt stolz sein, dass ihr der erste Jahrgang seid der neuen deutschen Reichsarbeitsdienstpflicht. Heil, Arbeitsmänner! Hitler pouvait désormais entraîner l'Allemagne aux pires aventures. Sa force, il l'emploierait pour le mal. Dollfuss, chancelier d'Autriche assassiné en 1934, était la première victime du nazisme conquérant. En 1935, Hitler ralliait à sa cause un Mussolini, ulcéré par les sanctions de la Société des Nations. Le 7 mars 1936, le Reich dénonce les accords de Locarno et les troupes allemandes occupent la zone démilitarisée de Rhénanie. Les puissances occidentales protestent, mais se gardent bien d'agir. Quelques semaines plus tard, Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères, prononce un discours à la Chambre. Il y dit notamment « La sécurité belge
ne semble pouvoir être désormais acquise que par un immense effort militaire sous un régime dit d'indépendance, seule solution susceptible de réaliser une cohésion parfaite entre Flamands et Wallons. La politique d'indépendance était à ce moment lancée et ne soulevait d'opposition que dans certains milieux wallons. Le roi Léopold s'inquiète du sort de la Belgique en cas de conflit. En octobre 1936, il convoque ses ministres au palais et leur adresse un message qui sera ensuite rendu public et qui aura un impact considérable sur l'opinion internationale, notamment en France. Notre politique militaire, déclare notamment le roi, doit se proposer non de préparer une guerre plus ou moins victorieuse, mais d'écarter la guerre de notre territoire. C'est pourquoi nous devons poursuivre une politique exclusivement et intégralement belge. Cette politique doit viser résolument à nous placer en dehors des conflits de nos voisins. En Belgique, la vie publique est dominée par l'apparition d'un nouveau mouvement, le rexisme, lancé par Léon Degrelle. Le rexisme, qui a pris comme emblème le balai, dénonce la corruption des partis traditionnels et stigmatise le régime parlementaire et la démocratie. Une partie de l'électorat se laisse abuser. En mai 1936, les rexistes obtiennent 21 sièges à la Chambre. De leur côté, les nationalistes flamands enregistrent un gain de 8 sièges, doublant ainsi le nombre de leurs députés. Moins d'un an plus tard, une élection partielle dans la capitale suscite une campagne d'une rare virulence. Deux candidats s'affrontent, Léon Degrelle pour les rexistes et Paul Van Zeeland, qui est soutenu à la fois par les catholiques, les socialistes, les libéraux et les communistes. 2 jours avant le scrutin, le cardinal Van Rooij recommande aux catholiques de voter pour Van Zeeland. Le résultat de l'élection est désastreux pour Degrelle, 69 000 voix, le quart de ce qu'obtient Van Zeeland. Le roi suit la situation de près, mais ses préoccupations croissantes ne l'empêchent pas d'être présent dans de nombreuses manifestations publiques. À Bruxelles, en présence du roi et du cardinal Van Rooij, la Fédération royale de scoutisme catholique belge célèbre le 25e anniversaire de sa fondation. À cette occasion, 15 000 jeunes gens, parmi lesquels figurent les représentants de plusieurs délégations étrangères, organisent un défilé à l'issue duquel a lieu une imposante cérémonie religieuse. Les troupes défilent devant le roi pour commémorer le 24e anniversaire de la bataille de l'Isère. En 1937, 3 puissances occidentales, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, s'étaient engagées à garantir l'inviolabilité et l'intégrité de la Belgique. En Autriche, dès 1938, Hitler exigeait le départ du chancelier Schuschnigg. Seyss-Inquart faisait aussitôt appel aux troupes allemandes pour réaliser l'Anschluss. Le nazisme triomphait en Autriche et l'Allemagne fêtait cette première conquête, soi-disant pacifique. Puis vint l'affaire des Sudètes, le retour au Grand Reich de frères de race prétendument opprimés en Tchécoslovaquie. Hitler élargissait son espace vital et inquiétait de plus en plus le monde. À Munich, en septembre 1938, Neville Chamberlain crut avoir conjuré le péril. Les accords à peine signés, le président Achat est débarqué. Tandis qu'à Londres, Chamberlain annonçait la paix pour notre temps. Aujourd'hui, le roi Léopold III vient à Paris pour inaugurer le monument que le peuple français a élevé à la mémoire de son père. Accompagné de son frère, le comte de Flandre, le jeune roi arrive à la gare du Nord. Après avoir été reçu par Madame et Monsieur Albert Lebrun, le roi se rend place de la Concorde où va se dérouler la cérémonie inaugurale. Dans la tribune officielle, ont pris place, aux côtés du souverain belge, la reine Elisabeth, la noble compagne du roi chevalier, la princesse Marie-Josée, le comte de Flandre, Monsieur Spaak, Premier ministre, et l'ambassadeur de Belgique à Paris. La République exprime la fidélité de la France au souvenir du roi soldat. A voulu rendre un éclatant hommage à un souverain ami dont la vie fut un modèle de droiture, de sagesse et d'honneur.
Le roi Léopold prend ensuite la parole. Consacré à la mémoire de celui qui fut l'ardent apôtre de l'entente entre les peuples, de celui qui eut entrevu avec douleur, après 20 ans d'une paix parfois en danger, surgir l'éventualité d'une guerre nouvelle. Puis commence la revue des troupes, hommage de l'armée française à la mémoire du grand roi disparu. Un mois plus tard, Hitler envahissait la Tchécoslovaquie. Des lambeaux en étaient arrachés par les Hongrois et les Polonais dont la frontière devenait commune. Tandis que le Reich affichait son unité triomphante. Et tout cela ne manquait pas d'inquiéter la Pologne, malgré le pacte de non-agression. La Grande-Bretagne, revenue de ses illusions, mobilisait ses maigres effectifs. En France, on voyait se former une légion de volontaires tchécoslovaques et l'on mobilisait par paliers, cependant que la menace hitlérienne se faisait plus alarmante. Décidée à défendre, s'il le fallait, sa neutralité, la Belgique met son armée sur pied de paix renforcé. On passerait ensuite à la mobilisation générale, comme en France et comme en Hollande. Le 1er septembre 1939, Hitler envahissait la Pologne, fort du pacte germano-soviétique signé en secret 8 jours plus tôt. Mais cette fois, l'heure du destin avait sonné pour Hitler. Le 3 septembre 1939, l'Angleterre, puis la France, déclarait la guerre à l'Allemagne. Le lendemain, le roi Léopold prend le commandement de l'armée belge. Dans un message à ses compatriotes, il réaffirme la neutralité de la Belgique et demande à la nation d'aider le gouvernement à maintenir le pays hors du conflit. Notre neutralité ayant été affirmée, elle doit être effective. La Belgique n'a jamais manqué à sa parole. Je demande à chacun de s'imposer, dans l'expression de ses sentiments, la rigoureuse discipline qu'exige une stricte neutralité. Hitler avait bien pu écraser la Pologne. Mais ce fut d'abord la drôle de guerre, où durant tout un rude hiver, les adversaires s'observaient derrière la ligne Maginot et la ligne Siegfried. Avril 40, Hitler envahit le Danemark et la Norvège. Dans ses mémoires, Paul-Henri Spaak a évoqué la personnalité des deux hommes qui, au moment décisif de la campagne de mai 40, vont s'affronter, Léopold III et le Premier ministre Hubert Pierlot. Le roi était sérieux, appliqué, réfléchi. Il avait de son devoir et de sa mission une haute idée, et même lorsqu'il s'est, à mon avis, trompé, ses mobiles profonds ne furent jamais bas. J'eus avec lui, de 1936 à 1940, des relations très étroites. Il s'occupait activement de la politique étrangère. Il serait injuste de contester la part qu'il a prise dans l'élaboration et même dans l'exécution de la politique d'indépendance. Non seulement il m'écrivait pour me donner ses conseils, pour me demander de réfléchir à ses suggestions, mais nous nous rencontrions souvent et nos conversations étaient franches, libres, amicales. C'eût été parfait s'il n'y avait eu les conseillers. Aux côtés du roi, on trouve en ordre principal le comte Capelle, son secrétaire, le général Van Overstraten, conseiller militaire qui conçoit la stratégie de la défense nationale, Henri de Man, un socialiste qui, selon sa propre formule, se veut au-delà du marxisme. Paul-Henri Spaak nous dresse ainsi le portrait de M. Hubert Pierlot, Premier ministre. Sérieux jusqu'à la sévérité, honnête jusqu'aux scrupules, travailleur infatigable, chrétien fervent, patriote, modèle des vertus civiques, professionnelles et familiales, il était un homme de bien. Il ne fut jamais populaire, il ne cherchait pas à l'être. Il connut la satisfaction plus rare d'être aimé et respecté par ceux qui collaboraient avec lui, témoins de son labeur, confident de sa pensée. « 10 mai, à l'aube, les avions allemands bombardent les villes belges
et hollandais. Le canal Albert est franchi à Ebenemal. Les Panzers déferlent à travers notre pays. Pendant 18 jours, l'armée belge s'opposera courageusement à la pression des forces supérieures en nombre qui attaquaient en un vaste mouvement de tenue.